Alors, on en est maintenant à la dernière section de la journée où on est avec les gens de Retraite Québec. Alors, bienvenue à vous deux, les personnes de Retraite Québec, où on va parler de régimes à cotisation déterminée. C'est moins souvent qu'on parle de ça, hein, les régimes à cotisation déterminée au séminaire. On n'en parle peut-être pas assez souvent d'ailleurs. Mais cette fois-ci, on a une bonne nouvelle à annoncer. On a une bonne nouvelle concernant ces régimes-là. En fait, quand on accumule de l'argent dans un régime d'accumulation de capital, que ce soit un régime à cotisation déterminée, un REER, un RVER, bon, dans ces régimes-là, quand on arrive à la retraite, on a deux questions à se poser. On a une première question existentielle. Cette question-là, c'est à quel âge je vais mourir? Grande question. Une fois qu'on a répondu à cette question-là, bien, on a à gérer on a à gérer notre risque de regret. Lequel regret? Bien, le regret de ne pas avoir dépensé notre argent puis d'en laisser sur la table à notre mort. Puis là, bien, évidemment, c'est les héritiers qui sont contents. Ou d'en avoir trop profité puis à un moment donné d'en manquer. Donc, c'est un beau risque de regret qu'on a à gérer. L'autre grande question qu'on a à se poser, c'est mais comment je vais gérer cet argent-là une fois rendu à la retraite? Ça va être quoi mes placements? Est-ce que je dois avoir une stratégie plus défensive, plus conservatrice, puisque, bon, j'avance en âge, puis je n'ai pas de tolérance au risque, etc., etc. Donc, c'est les deux grandes questions qu'on a habituellement à se poser dans ces régimes-là. En fait, le projet de loi 68, à part de parler des régimes à prestations cibles, mais il donne une alternative à ces deux questions-là, donc qui permet, en fait, qui donne une alternative pour mettre en commun le risque de longévité. Pour nous parler de cet outil-là, parce qu'il n'est pas toujours en vigueur, mais c'est un outil qui s'en vient, on a invité deux personnes de Retraite Québec. Donc, on a avec nous aujourd'hui Julie Lavoie, qui est actuaire au service de l'actuariat et du développement à la direction des régimes complémentaires de retraite, et Ville Brakin, qui est chef du service de l'actuariat et du développement chez Hydro-Québec aussi. Alors, à vous la parole, mesdames. Alors, oui, merci Marie-Josée pour les présentations. Je vais juste préciser un petit peu notre rôle à Retraite Québec. Donc, le service de l'actuariat et du développement auquel on fait partie, en fait, on s'occupe, entre autres, là, de tout ce qu'il y a en matière de développement législatif et réglementaire en ce qui a trait au régime complémentaire de retraite. Donc, moi, je suis bien contente d'être avec vous cet après-midi, puis d'avoir eu aussi le privilège d'assister à ce séminaire. On est en fin de journée, on va essayer de vous garder ça intéressant. Puis je pense que notre sujet s'y prête bien quand même. Je vais laisser peut-être Julie dire quelques mots avant de commencer. Oui, merci, Ville. C'est ça, comme Marie-Josée l'a dit, on travaille en développement législatif là, en matière de RCR. J'ai d'ailleurs travaillé sur le projet de loi qui permet la mise en place des RRPC, là, dont on a parlé vivement tantôt. Les rentes viagères paiement variable, c'est pas un sujet complexe, mais bon, ça vaut la peine qu'on en parle aujourd'hui, étant donné que ça peut être bénéfique là, pour les Québécois. Donc, je suis très contente d'être là pour parler de cette nouvelle possibilité-là. Donc, merci à la FTQ de nous avoir donné cette opportunité. Donc, je passe la parole à Ville, puis je prendrai le lead plus tard dans la présentation. Donc, comme Marie-Josée le disait tout à l'heure, là, un petit bémol avant de commencer, les rentes viagères à paiement variable, c'est pas un outil qui est disponible encore et on va le voir un petit peu plus loin pourquoi on ne peut pas en mettre en place encore pour le moment. Mais à terme, quand ce sera permis, la RVPV, c'est une nouvelle option de retraite, en fait, qui permettra à ceux qui n'ont pas l'avantage d'avoir un régime à prestations déterminées de quand même bénéficier d'une rente et donc de mieux gérer, entre autres, leur risque de longévité. Quand on parle du risque de longévité, j'aime bien parler de la petite histoire de Mme Jeanne Calment. Certains d'entre vous la connaissent peut-être. Madame Calment est en 1965, c'est une Française. En 1965, elle avait déjà 90 ans et elle n'avait plus d'héritier. Elle avait survécu à son mari et même à ses deux enfants. Mais elle possédait un superbe appartement
qu'elle voulait vendre en viager. Donc l'acheteur s'engage à verser une rente viagère et au décès, récupère le bien. Le notaire, M. Raffray, flairant la bonne affaire, décide de prendre ce pari-là sur la longévité de Mme Calment. Mais malheureusement pour lui, ce pari-là ne sera pas payant parce que même s'il avait 47 ans à l'époque de l'achat et Mme Calment en avait 90, il décède avant Mme Calment. C'est d'ailleurs sa veuve qui doit payer encore la rente pendant 2 années de plus. En bout de ligne, ils ont payé l'appartement plus de 2 fois sa valeur réelle. Ils ne l'auront jamais habité. Madame Calment est morte à l'âge très vénérable de 122 ans et depuis 1999 détient toujours le record mondial de longévité. Donc, bref, on a des moyennes, on peut suivre notre génétique un peu, on peut se fier sur notre état de santé général, mais personne ne sait à quel âge on va mourir en réalité. Donc, l'idée de survivre à son économie, à ses économies, peut être anxiogène pour bien des gens et qui ont à gérer eux-mêmes leur fonds de retraite. C'est pourquoi on pense que le RVPV va combler un besoin réel là, dans le système de retraite québécois. Mais de quoi est-ce qu'on parle exactement là, quand on parle de RVPV? En fait, une rente viagère à paiement variable, le fonds RVPV, c'est un fonds qui est créé à même un régime de retraite dans lequel les participants peuvent transférer leur avoir de retraite. Au moment du transfert, il y a une rente viagère qui est calculée avec les fonds qui sont transférés. Et cette rente-là, même si elle est garantie la vie durant, le montant de la rente pourra varier en fonction de l'expérience du fonds, donc en fonction des rendements et en fonction aussi de la mortalité du groupe à l'intérieur du fonds. Donc, la raison pour laquelle le RVPV n'est pas encore accessible, ne pas être mise en place, c'est que les règles fiscales ne permettent pas qu'une rente varie comme ça. Elle peut varier seulement en fonction d'une indexation, mais normalement, les montants de rente doivent être fixes. Alors, pourquoi on en parle actuellement? En fait, c'est que dans son budget de 2019, le gouvernement fédéral avait annoncé son intention de modifier les règles fiscales pour permettre ce type de fonds-là. Donc, plus précisément, qu'est-ce que le budget prévoyait? C'est qu'on pouvait créer un fonds de rente à l'intérieur d'un régime à cotisation déterminée ou d'un régime volontaire d'épargne retraite seulement. La rente pourra être ajustée en fonction de l'expérience de ce fonds. Il n'y a aucune cotisation supplémentaire qui pourra être versée directement dans le fonds. Et le fédéral a établi un minimum de 10 participants pour que ce type de fonds-là puisse être mis en place. Aussi, le début de la rente devra être versé au plus tard à 71 ans ou pourra être versé plus tard si les fonds sont transférés après 71 ans. Donc, bien qu'ils l'ont annoncé dans leur budget, le projet de loi qui donne suite à cette annonce-là n'a pas encore été adopté, il n'a pas été déposé non plus, fait que on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va être, les dispositions qui vont être dans le projet de loi pour le moment. Mais pour bien comprendre, en fait, l'avantage de ce type de fonds-là, je pense qu'il faut voir c'est quoi les options de retraite qui existent actuellement. Donc, actuellement, quelqu'un qui possède de l'épargne dans un véhicule d'accumulation comme un régime à cotisation déterminée ou un REER a 2 options, en fait. L'option de s'acheter une rente auprès d'une compagnie d'assurance ou de conserver son capital puis d'effectuer ses retraits par lui-même. Donc, l'option d'achat de rente, c'est pas une option qui est tellement populaire auprès des particuliers parce que les taux d'intérêt qui sont bas depuis de nombreuses années, puis aussi la garantie elle-même de cette rente-là, font que c'est une option qui est coûteuse. Donc, le montant de la rente qui est versé, en réalité,
est pas mal diminué. Un autre désavantage de l'achat de rente, c'est que ça cristallise le montant de la rente. Donc, ça assure contre la baisse des marchés, sauf que ça empêche aussi de profiter d'une hausse éventuelle du marché. Donc, bref, c'est une sécurité, mais c'est une sécurité qui coûte cher. Puis, d'ailleurs, Julie va nous présenter un exemple à cet effet-là tout à l'heure. La deuxième option, c'est de gérer soi-même son fonds de retraite. Et puis, Marie-Josée en parlait un petit peu tout à l'heure, là. À ce moment-là, on doit décider des montants décaissés annuellement. On doit tenir compte des maximums et des minimums qui sont prévus par la loi. Puis, on doit évidemment essayer de survivre à ces économies. Donc, on doit gérer notre risque de longévité. On doit aussi gérer le risque de placement, évidemment. Donc, on doit décider des placements effectués. On doit décider du niveau de risque qu'on souhaite prendre. Et puis, on ne bénéficie pas non plus des économies d'échelle quant aux frais de gestion pour les placements. Lorsqu'on dit qu'on doit continuer de gérer nous-mêmes nos placements, ben, c'est généralement le cas. Certains régimes de retraite à cotisation déterminée permettent que les fonds soient placés de façon collective. Ils permettent aussi que le versement de rente à des prestations variables, excusez-moi, pas des rentes, là, mais des prestations variables. Donc, ça veut dire que l'individu peut garder ses économies à l'intérieur du régime de retraite et décaisser directement. Donc, à ce moment-là, il doit quand même respecter les règles de minimum et de maximum prévues à la loi. C'est à lui à prendre la décision de combien il veut sortir d'argent. Mais à ce moment-là, il bénéficie quand même de certains avantages au niveau des frais de gestion. Donc, même si les règles fiscales n'ont pas encore été modifiées, le Québec a quand même pris action pour les RVPV, comme le disait Marie-Josée tout à l'heure. On a, dans le projet de loi 68, on est venu donner une habilitation réglementaire à Retraite Québec pour prendre un règlement qui pourra déterminer les règles qui sont applicables au RVPV. Donc, c'est des règles minimales que chaque province et le fédéral, pour les régimes qui l'encadrent, qui devront être pris. Donc, ces règles-là vont venir préciser le fonctionnement d'un fonds RVPV, notamment, par exemple, la fréquence et les conditions pour déclencher le réajustement de la rente. Pour le moment, le Québec est la seule province à avoir prévu la possibilité d'un pouvoir réglementaire comme ça. Donc, nous, on se tient prêt, on attend les modifications aux règles fiscales pour pouvoir aller de l'avant dès que possible. Donc, pourquoi on a voulu aller de l'avant aussi rapidement? Ben, en fait, c'est qu'on pense que c'est un très bon produit. Ça cadre tout à fait dans la mission de Retraite Québec, qui est de favoriser l'évolution du système de retraite et de contribuer à la sécurité financière des Québécois. Donc, ce produit-là permettra d'accroître l'accessibilité à une rente de retraite à un plus grand nombre de personnes. Donc, au niveau de la sécurité financière, c'est un gros plus. Mais j'en dirai pas plus parce que je vais laisser ma collègue Julie parler davantage de tous les détails et des avantages de ce type de régime-là. Alors, Julie, à toi la parole. Désolée. Les fonds, bon, je vais recommencer. Donc, les fonds RVPV, là, va permettre de répondre aux difficultés que les gens que vivent les gens là, qui détiennent l'épargne de façon individuelle. Donc, je vous énumère un peu les avantages rapidement. Premièrement, la rente viagère à paiement variable, là, ça va être une option additionnelle qui va être pour les participants des régimes qui vont mettre en place un fonds. Donc, même si le régime l'offre, l'individu n'est jamais dans l'obligation de joindre le fonds, ça va être s'il veut bien le faire. Ensuite, la flexibilité. L'offre d'un fonds RVPV va laisser de la flexibilité
participants, en ce sens qu'ils vont pouvoir choisir de ne convertir en rente ils vont pouvoir choisir de convertir en rente l'entièreté de leur épargne ou juste une partie de leur épargne. Par exemple, un individu qui dispose d'un compte de 400 000 pourrait choisir de ne transférer au fonds que 200 000 pour bénéficier d'une rente, puis décaisser son 200 000 résiduel là, selon les prestations variables, selon les règles FRV. Ensuite, un autre avantage, c'est bien sûr la mise en commun du risque de longévité. Ça, c'est pas possible là, pour les participants qui détiennent de l'épargne de façon individuelle, là, qui décaissent leur argent. Ça, j'ai une petite illustration aussi à ce sujet-là dans une diapositive suivante. Ensuite, oui, quand l'individu transfère au fonds RVPV, bien, il est pris en charge. Ça veut dire qu'il n'y a plus à se poser de questions par rapport au placement de ses épargnes, puis ni quant au montant à retirer à chaque année. En fond, ça, selon moi, c'est un avantage non négligeable. On se rapproche de régime à prestation déterminée ou à RPC. Là. Dans le fond, c'est non négligeable, là, selon moi, étant donné toutes les inquiétudes qu'on a là, par rapport au vieillissement et la perte d'autonomie. Ensuite, l'individu qui va joindre un fonds RVPV, il va bénéficier d'une gestion efficiente de son épargne, puis aussi d'un certain avantage par rapport aux frais. C'est sûr que d'aller, je vous apprends rien là quand je vous dis qu'on paye beaucoup de frais là, à chaque année dans notre épargne, sur les placements de notre épargne individuelle. Là. Donc, il y a des gros avantages à joindre un fonds. Finalement, le dernier avantage du RVPV, bien, c'est le montant de la rente. Dans le fond, la rente qui va être obtenue, ça on l'a déjà dit tantôt là aussi, on se répète un peu, que les conditions d'achat de rente ne sont pas favorables présentement, là, étant donné les bas taux d'intérêt. Donc, la rente qui va être obtenue lors du transfert au fonds RVPV, il devrait être plus élevé que celui qui pourrait être obtenu auprès d'un assureur. Donc, à titre d'exemple, si je suppose un taux d'intérêt de 2,25 pour l'achat de rente auprès d'une compagnie d'assurance, une femme pourrait obtenir une rente de 27 000, une femme de 65 ans, je ne sais pas si je l'ai dit, pourrait obtenir au moyen de son capital de 500 000 une rente de 27 000 mais si elle joignait plutôt un fonds RVPV, elle pourrait qui utilisait un taux de conversion plutôt de 3,75 mais la rente mise en paiement, elle serait dans ce cas de 32 000 Donc là, j'imagine que vous dites, mais là, on compare des pommes avec des oranges, c'est pas les mêmes hypothèses, ça n'a pas rapport. Mais dans le fond, ça va être vraiment deux options qui seraient offertes, là, qui seraient possibles là, pour quelqu'un qui vient à la retraite puis qui a un compte à cotisation déterminée. Là. Donc, je pense qu'on peut les comparer. Non, mais c'est deux contrats différents, en fait. Dans un cas, la rente, elle est fixe, elle est garantie, puis dans l'autre cas, ben, la rente, elle peut varier. Donc, le coût de la rente payable par un assureur provient du fait que lui, il peut prendre que très peu de risques dans ses placements, puis investit sur le marché obligataire là, pour matcher les paiements de rente, là, puis il doit garantir le versement de la rente dans son intégralité. Moi, j'ai utilisé un taux de 2,25 là, pour mon exemple, mais je pense que c'est quand même assez généreux. Là. Ça ressemble plutôt à un taux d'intérêt qui est utilisé pour des achats collectifs de rente. Fait que je pense que ça pourrait être encore pire, mon exemple. Ensuite, la mutualisation du risque de la longévité. Je vous ai préparé un petit exemple, une petite illustration. Dans le fond, c'est pas super compliqué. Dans cet exemple, je compare deux individus. Le premier qui bénéficie d'un régime à prestation déterminée, puis le deuxième, lui, qui effectue le décaissement de son épargne de façon individuelle. Donc, pour le premier individu, c'est un homme de 60 ans, il y a une rente viagère de 10 000 payable annuellement. Ça représente 170 000 Si on suppose un taux d'intérêt de 3,5 puis la table de mortalité CPM 2014. Je vais reprendre une gorgée. Son jumeau, lui, qui a 170 000 d'épargne, puis qui effectue des retraits annuels de 10 000 lui, aura assez d'argent jusqu'à 86 ans. Ça, s'il réalise un rendement annuel net de frais aussi de 3,5 Donc ici, on voit clairement l'avantage de la mise en commun des risques. Mais vous savez déjà sûrement tout ça. Là. C'est juste que je trouve ça intéressant, ces petits exemples-là. C'est très parlant. Fait que dans le fond, dans l'exemple, le premier individu, lui, s'est protégé du risque de vivre plus longtemps que la période couverte par son épargne. Puis le jumeau, lui, il a 60 des chances de survivre à son épargne. Fait que, selon moi, c'est vraiment assez puissant comme exemple.
dans le fond, la question que vous posez peut-être maintenant, c'est est-ce que ça fonctionne, ce genre d'outil-là? Mais est-ce que c'est viable? Bien, en fait, oui, il y a un régime qui est existant présentement qui offre des rentes viagères à paiement variable. C'est celui de l'Université de la Colombie-Britannique. Ce régime-là, il peut exister parce qu'il bénéficie d'une clause grand-père dans les règles fiscales. Parce qu'autrement dit, on le sait, c'est pas encore possible. Donc, c'est un régime dans lequel il y a plus de 400 retraités qui bénéficient d'une rente du fonds RVPV. Les rentes sont ajustées annuellement, puis les participants y comprennent et s'attendent à ce que la rente varie. C'est une réalité qui est bien acceptée. Puis là, j'ai un petit peu de détails sur le régime. Là. Quand les gens arrivent à la retraite dans ce régime-là, ils ont le choix entre deux options. Ils ont une option à 4 % puis une option à 7 % Donc, le pourcentage représente l'hypothèse de rendement qui est utilisée là, pour calculer la rente. Fait que le montant de la rente mise en paiement, supposant le 4 % est plus bas que celui à 7 % mais il risque moins d'être réduit à travers le temps. Donc, les individus font leur choix, puis ils vivent avec. Selon l'information qu'on a obtenue, moi, j'ai eu des discussions avec des gens là, de surveillance en Colombie-Britannique, là, puis il y avait effectivement eu des réductions de rente là, depuis que le régime était en place. Les rentes à 7 % ils ont évidemment été réduites plus souvent que celles selon l'option à 4 %. Selon eux, la clé du succès, c'est la communication qui est faite via leur site Internet. Ils tiennent des séminaires éducatifs, un forum annuel, puis accompagnent beaucoup les participants là, par un personnel qualifié pour répondre à leurs questions. Donc, c'est un modèle, en tout cas, moi, je trouve ça super encourageant, puis ça fonctionne bien, puis les gens comprennent. La communication est bien faite, fait que je trouve ça, c'est sain, là. Ensuite, les prochaines étapes pour mettre en place un fonds RVPV, Ville en a parlé tantôt. Premièrement, les règles fiscales doivent être modifiées. Selon l'information que j'ai obtenue, c'est attendu qu'il y ait un projet de loi qui soit déposé en 2021 là, pour mettre le nécessaire en place là, pour permettre la création de fonds RVPV. Ensuite de ça va être à nous de préparer notre projet de règlement qui va encadrer le fonctionnement des fonds RVPV. On va préciser notamment la méthode d'ajustement des rentes. Puis aussi sûrement prévoir tout ce qui a trait à la communication aux rentiers, je veux dire. Ça ressemble à ça. Puis finalement, ben, une fois que tout cela va être édicté, adopté, etc., les promoteurs qui souhaitent offrir un fonds RVPV, eux, ben, vont devoir modifier leur régime de retraite à cet effet. Donc, c'est ça fait le tour. Donc, je vous remercie. C'est toujours apprécié d'avoir des gens de Retraite Québec, d'avoir un contact avec vous. C'est important. Ça fait aussi partie de votre mission, tu sais, de participer à la littératie là, d'un peu tout le monde. Donc, merci beaucoup d'avoir pris la peine de venir nous rencontrer. On va suivre avec intérêt le développement de la législation en regard de cet outil-là, puis certainement qu'on aura la chance d'en reparler au séminaire peut-être l'année prochaine quand la réglementation sera en vigueur. Alors, merci beaucoup vraiment à toutes les deux.